Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Le sport, avec un grand S, c'est sur Fréquence Méditerranée. 100% sport, c'est le rendez-vous des sportifs, mais pas que. Résultats locaux, nationaux et internationaux décryptés par les journalistes de Fréquence Méditerranée. Football, basket, tennis, Formule 1, cyclisme, rugby, tout le sport dans 100% sport. 100% sport. Analyse, débat, invités, une émission 100% interactive à suivre sur la FM, le DAB+, le web, nos applications smartphone, Android et iPhone et en vidéo sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitch et YouTube. 19h-20h, le sport avec un grand S, connecte-toi et rejoins-nous. 100% sport, la seule émission sportive mentonnaise. 100% sport, c'est tout de suite. À table. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée, comme tous les lundis soirs, depuis maintenant la rentrée. Pour notre émission 100% sport, on va parler de plein de sports, mais surtout ce soir, on va sortir les mouchoirs, bien sûr, puisque les mouchoirs et les coups de gueule, puisqu'on va démarrer la mission avec des coups de gueule. Oui. Il y a le micro là. Bah déjà, oui. Moi, pourquoi tu t'entends pas? Je n'entends pas. Je crois que je deviens sourd, c'est plus possible. C'est les séquelles post-traumatiques. Ça va mieux. Voilà, donc moi, c'est pas les mouchoirs que je sors, c'est la sulfateuse. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais déjà démarrer par présenter tout le monde. Notre invité, maintenant qui commence à prendre goût avec nous, c'est le président du Rugby Club Ouabilis, monsieur Jean-Baptiste Martini. Salut Jean-Baptiste. Bonsoir à tous. Très content que tu sois avec nous maintenant. Et puis ce soir, tu vas être un des premiers à pouvoir nous parler de ce que tu as vécu. Parce que moi j'ai eu la chance de ne pas le vivre, donc voilà, déjà je suis moins abîmé que les autres. Avec nous le sourire féminin de cette émission, Nathalie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nathalie. Pascal, notre spécialiste cyclisme, pardon. Nous n'étions pas prêts, mais à table quand même. Ouais, à table quand même. Nathan, notre petit jeune de l'école de journalisme de Nice. Bonsoir, toujours aussi heureux de vous retrouver. Voilà. Mais nous aussi, c'est une joie partagée, mon cher. Avant de présenter Mika, nous avons Jade, notre petite voix féminine qui va dire bonjour. Voilà. Comment tu veux pas craquer, toi, hein? Merci d'être venu. Ça fait partie du rituel depuis 2 ans maintenant. Thierry, ça va? Oui, ça va. C'est quand qu'on commence là? Suis mon doigt, Thierry. Et bien sûr, Mika avec nous aussi, comme tous les lundis soirs. Voilà, on est parti. On va vous parler MotoGP, on va vous parler cyclisme, basket, football avec l'équipe de France, la FIFA qui se ridiculise et le rugby, bien sûr. La France perd et pleure et l'arbitrage gagne et rigole. Ça, c'est le titre de mon ami Thierry. Est-ce que je peux juste annoncer quelque chose? Parce que c'est Nathan qui m'a mis dans la confidence tout à l'heure. Il y a un certain Patrick Pontel que tout le monde doit bien connaître. On le salue. Un très très grand reporter sportif sur France 2 qui écoute l'émission. C'est ça. En spécialiste en athlétisme notamment. Merci bien. Et qui est excellentissime, faut-il le dire. Eh bien écoute, il pourra donner le jugement sur notre petite émission sportive mentonnaise, puisqu'on est les seuls à Menton à faire ça et on le revendique, on est content. On l'aura accueilli avec plaisir s'il est dans le secteur. Moi, le premier mot que j'ai envie de ce soir, le premier mot, c'est pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ça s'est passé comment? Je rappelle que ça s'est passé. J'ai pas eu laissé 2 minutes pour que. Non, mais attendez, monsieur, on s'assume. Ne t'inquiétez pas. Non, écoute, je dirais que on a vécu un gros week-end rugby avec 4 quarts de finale. Complètement différent, il y avait deux big matchs, 2 matchs. J'en reviens à ce que tu disais l'autre fois, les tableaux sont pas du tout équilibrés. Mais ça on en parlera après un peu si tu veux, je te donnerai un peu plus d'explications. Parce que ça c'est un peu grâce aussi à nos amis de World Rugby. Mais ça il faut connaître un peu les arcanes pour comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Ici on peut balancer. Oui, non mais écoute, il n'y a pas de problème. Non, juste pour dire, beaucoup de déceptions. Parce qu'on est sur une génération jeune, talentueuse, qui, l'air de rien, perd d'1 point contre des Box hier soir. Je veux dire, j'aurais pas préféré prendre une roustasse. Perdre d'un point à rien. T'aurais perdu de 6-7 points. Il y aurait eu moins de discussion. T'aurais perdu d'un écart de 7 points. T'aurais compris, tu dis, il y a un essai de plus. Là, il y a 1 point. Un coup de pied, ça aurait été de suite la mais alors, là, on peut en parler. Tu peux parler de la fameuse transformation qui fait clairement débat. Cette transformation, si tu la passes, c'est toi qui gagnes d'1 point. Voilà. Bon, après. Hier soir, on a vécu un match très très âpre. Voilà, je crois que devant... un match de 2 champions du monde. Ça a été un match de haut niveau. Je vais te dire, les Box gagnent sur 2 choses. Sur l'expérience
parce qu'ils nous ont mis à mal sur les rucks. Bon, l'arbitre les a beaucoup laissés nous mettre à mal, mais à un moment donné, voilà, on a un arbitrage qui a été très permissif, ils en ont profité, ils l'ont joué à l'expérience, tant mieux pour eux. Après, moi je considère qu'on perd surtout ce match en première mi-temps. En première mi-temps, on prend 2 essais qu'on ne doit pas prendre. Voilà, c'est ce que j'ai écouté hier soir. On a eu parce que c'est quasiment les deux mêmes en plus. Hein. Tout à fait. On a eu un grand Cheslin Colby. Oui, extraordinaire. On aurait aimé qu'il fasse les mêmes choses à Toulon, mais bon, ça n'a pas forcément été le cas. Voilà, donc on le perd, je pense, en première mi-temps. Après, c'est vrai, il y a plusieurs faits de jeu où il aurait pu y avoir des sanctions nettement plus importantes. Je pense notamment sur l'en avant des Netsebet. Clairement. Mais surtout, Jean-Baptiste, excuse-moi de te couper tout de suite, mais ça fait un peu partie non pas du coup de gueule, mais de la défense suprême que je voulais faire ce soir. C'est qu'il est lourd de conséquences, c'est un avant qui n'est pas sifflé, parce que c'est sur la continuité de l'action qu'on prend l'essai. Ça t'évite de marquer un essai. Tu vois ce que je veux dire, il doit être sanctionné plus lourement parce qu'il fait un en avant qui à mon sens est volontaire. Et il doit pas faire le match. Pénalité, il doit prendre un jaune déjà là. Donc ça et après derrière, il met le coup de tête. Enfin alors, il doit être exclu, peut-être pas volontaire, il peut être exclu parce que c'est jeu dangereux sur Winnie Antonio. Et là, s'il le prend par contre le jaune, c'est rouge. Donc ça veut dire que tu passes après les 2 tiers du match en supériorité numérique. À un moment de la règle, si tu prends 2 jaunes, c'est rouge, c'est ça, c'est comme au foot. Ah bah oui, complètement. D'accord, ok. Et même si tu prends qu'un seul jaune, s'il y a réellement une dangerosité, le bunker peut te dire, monsieur, finalement, il est fini. Il se transforme en rouge. Et honnêtement, il était jaune orangé, hein, son et carton, alors, de toute façon, on savait que voilà, et alors je vais te dire, j'ai trouvé que hier les box sur les 2 premiers tiers du match ont proposé énormément de jeux, plus que d'habitude. Et si tu regardes bien, les dernières 20 minutes, on fait rentrer la cavalerie, la grosse Bertha, qui te finit bien physiquement. Et on a souffert en mêlée. Alors c'est les commentaires que j'ai entendus, parce que moi j'ai pas regardé le match et j'ai regardé effectivement les commentaires et ce matin on aurait aussi. perdu Ils disaient que leur banc était beaucoup supérieur et quand il est rentré, le banc était permissible. Nous, notre banc a été en dedans, tu prends moins le score, tu fais moins la différence. Les 20 dernières minutes, on n'était pas là, quoi. Ouais, alors après, voilà, on est sur un match où l'interprétation de la règle, moi aussi, hier, j'ai voulu passer dans l'écran pour aller dire 2 mots à M. Ben O'Keefe. Mais c'est comme ça. Mais je te dis encore une fois, c'est pas l'arbitre qui te fait perdre ce match-là. Non, alors... en tout cas, moi, je suis très content d'entendre ça. Alors vas-y Thierry, c'est-à-dire que franchement, je corrobore à 100% ce que tu dis, il n'y a pas de souci, parce qu'en plus moi je reconnais, je suis un petit peu chauvin, comme les 3 quarts des Français d'ailleurs, mais honnêtement, j'ai revu les images, j'ai passé l'après-midi à regarder les images, enfin à un moment donné, quoi, je veux dire, c'est juste pas possible. C'est pour ça que t'es encore tout rouge. Il y a eu sur un... Il est encore tout rouge, il a vu trop les images. Sur un, comment dire, pour éviter le plaquage de Dupont, là, le costaud, je sais pas comment il s'appelle, le mec il va le coude en avant, il prend pleine gueule dans la mâchoire, je veux dire, il y a eu la main dans la gueule de Penaud, c'est juste, c'est quand même pas normal. Il a éjecté comme ça, il y a rien, il y a même pas de vidéo. Colby, le fameux Colby là, quand il coince la pénalité, il part avant la course de Ramos. Ça a été, c'est manifeste. Alors, tu vois, ça commence à faire beaucoup, quoi. Je veux dire, tu vois ce que au-delà des faits de jeu, des gestes qui sont pas maîtrisés, ce genre de choses. Moi, à la limite, ce qui me dérange le plus, c'est ça. Ouais, moi aussi, parce que cette transformation, si elle passe, ça fait 2 points d'avance. C'est en demi-finale. C'est ça, hein. Alors bien, on pourra toujours épiloguer sur le fait qu'effectivement, Ramos, il aurait pu tenter une pénale touche au lieu de prendre la pénalité qu'il marque d'ailleurs, hein, qui nous permet d'avoir 6 points d'avance. Mais si on avait été prendre une pénale touche à 5 mètres de la ligne, on était dans une période conquérante, on aurait peut-être pu marquer un essai. C'était tout à fait possible parce que Movaca était en feu. Je veux dire, voilà, donc... Voilà, après Jalibert qui manque aussi une belle pénalité, une pénalité, oui. On aura pu avoir une belle touche. Je me demande comment il a fait à mettre un coup en arrière. Le ballon est carrément parti de l'autre côté. Il y a eu l'effet du ballon. Voilà, on n'a pas été capable aussi de prendre les points quand on était en supériorité numérique. Mais je trouve quand même, outre le fait, et je tiens à le signaler parce que ça je trouve ça merveilleux, un arbitre néo-zélandais pour un match pareil. Oui. Excusez-moi les mecs, les arbitres anglo-saxons, c'est le problème. Alors je te l'annonce à l'avance, on aurait été en finale, on aurait battu les Bocs, qui nous auraient foutu un arbitre sud-africain, tu vois. J'ai ce sentiment de vol qu'on avait déjà en 2011 avec Morgan Parra qui se prend un énorme tampon, il aurait dû prendre carton rouge. Exactement. Et le Black qui l'a blessé. On a le même sentiment de vol cette année où franchement on voit que nos Bleus ils avaient largement de quoi les battre. Et Monsieur Joubert nous a un peu volé. Monsieur Joubert en 2011 parce que la Nouvelle-Zélande ne pouvait pas perdre sur son terrain, c'était comme ça.
Comme en 95, les Sudaf ne pouvaient pas perdre sur leur terrain. Mandema était sorti de prison, etc. Il y a toujours des trucs. Alors je vois pas pourquoi. Ça, c'était la Coupe du Monde de Dupont. Pourquoi sur son terrain il pouvait pas la gagner? Ça me fait penser à France-Argentine, la Coupe du Monde de foot. C'est ça, c'était la Coupe du Monde de Messi. L'arbitre polonais qui a reconnu qu'il y avait vraiment, il y avait quasiment rien sur Dembélé. Si tu prends pas le penalty, c'est plus le même match. Et j'en ai marre qu'on se fasse enfler. Excusez-moi, je vous le dis, j'en ai marre qu'on se fasse enfler. Alors, au chiotte, tous les pisse-froids qui veulent pas le dire, moi je le dis. Voilà, j'en ai marre. On va demander à notre spécialiste, à Jean-Baptiste, c'est normal qu'il y ait un arbitre de Nouvelle-Zélande sur un match pareil, alors que s'il fait partie du je vais te dire autre chose. Les Anglais étaient très mécontents d'avoir un arbitre français pour leur quart de finale contre les Fidji. Tu peux avoir exactement la même réflexion, mais alors attends, s'il faut pas qu'il soit néo-Z, s'il faut pas qu'il soit anglais, alors il faut qu'il soit martien. J'aurais une remarque que m'a fait Nathalie hier par WhatsApp interposé et que je trouve vraiment d'une pertinence extrême. Il ne devrait pas y avoir d'arbitre à partir des 8 dernières équipes. Des 8 dernières équipes qui sont lises. Point terminé. Tu nous mets un Écossais si tu veux, tu nous balances pas un Black qui devait se dire si jamais la France elle passe, on risque de la retrouver en finale et je préfère finalement avoir les Sudaf que les Blacks. Il y en a autant de dispo. C'est ce que j'allais dire, si tu enlèves toutes les nationalités des équipes qui sont en tableau final. Tu dois être capable de trouver des arbitres. Il doit pas te rester grand monde. Puis souvent c'est les top nations, donc souvent les grands arbitres viennent des top nations. Je sais pas si vous vous rappelez juste, puisqu'on est en train d'en parler, parce que là je suis vraiment remonté comme une pendule. Si je vous parle de monsieur Charles Corver, est-ce que ça vous parle? Vous les petits jeunes, vous connaissez pas. Toi peut-être ça doit te dire quelque chose. Charles Corver, c'était écoutez bien ce que je vais vous dire, bon ça n'a pas rapport avec le rugby, c'était du foot. C'est un arbitre de nationalité néerlandaise, des Pays-Bas. Donc il a arbitré le match, attendez, parce que du coup je suis en train de me... Il a arbitré la demi-finale France-Allemagne à Séville, le jour où Patrick Battiston s'est fait arracher la tête, rupture des vertèbres cervicales, 3 dents arrachées, on croyait qu'il était mort sur le terrain, c'était dans la surface de réparation, il a rien vu, il y avait penalty, expulsion de Schumacher, pas le pilote, il y a rien de ça au final. Et il y a eu 6 mètres. Mais comme par hasard, monsieur Charles Corver qui était néerlandais, c'est quand même bizarre parce que quand on réfléchit, on s'est qualifié en éliminant quelle équipe? Je vous le donne en 1000, les Pays-Bas. Non, mais après voilà. Allez, merci Thierry. Excusez-moi. Sans partir dans la théorie du complotisme. Moi j'y vais dans la théorie. Vraiment centré sur ce match-là. Moi je rejoins complètement l'analyse de Jean-Baptiste. J'entends la théorie de l'arbitrage. Qui est réelle, on va pas se mentir. Qui est réelle, mais... Enfin, moi, ce qui m'a énervé, c'est plus les excuses qu'on a cherché à se trouver. Notamment après le match. On aurait dû tuer le match avant. Les Galtier et tous sont fait oui, l'arbitre. Non, Galtier a été très de toute façon, Galtier puis rien dire. T'as regardé l'équipe magazine hier soir? J'ai regardé. L'équipe mag, non, j'ai pas regardé. Il y avait Mermoz, il y avait l'entraîneur de U20, Patakou. Enfin, les types, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? L'entraîneur de U20, il va pas dire que l'arbitrage il était à chier. Mais la réalité, c'est que parce que ça, il va se faire casser. C'est pas une surprise que je suis pas un grand. Que je suis pas un grand fan de rugby à la base. Voilà, après, je me suis intéressé à cette Coupe du Monde, voilà, forcément. Mais voilà, franchement, c'était un très beau match. Voilà, avec énormément de rythme. Et les Sud-Africains sont très forts, il n'y a rien à dire. Surtout en première des vrais guerriers. Mais voilà, le fait est que tu avais les clés de ce match pour le remporter. Je suis désolé, à partir du moment où pendant 10 minutes tu te retrouves en supériorité numérique à 15 contre 14 et que pendant ce délai tu marques 0 point. Mais alors écoute, voilà, tu me tends la perche. Je pense que sur le match d'hier soir, on a le commentaire de Fabrice Sursini qui nous regarde comme d'habitude et qui marque avec des si les amis nous pourrions refaire le monde. Retournons jusqu'hier, nous avons tout de même vu un match énorme. Mais bien sûr, et pour info, plus de 16 millions de téléspectateurs avec une pointe à 18 millions. Non, mais pas de souci, on est d'accord avec ça. C'est le programme le plus regardé de l'année, toute diffusion confondue en France. Il faut quand même le souligner, franchement, les Bleus nous ont fait vibrer. Et on rappelle que... Vas-y, pardon. Il faut vraiment souligner à quel point ils nous ont fait vibrer dans cette Coupe du Monde. Moi, je regardais pas le rugby à la base, mais je pense qu'on est unanime sur le fait que là, le rugby a été vraiment merveilleux en France. Tout le monde a quasiment regardé. Ouais, mais et on est sûr que nos Bleus... Il a retransmis hier sur l'esplanade Francis Palmero avec le dispositif que vous aviez mis en place depuis le début. J'ai un commentaire, d'ailleurs un gentil commentaire de Laurent Raimondo, chef Ziolo, qui était sur place. Et il marque, c'était exceptionnel avec une ambiance particulière. Il y avait du monde et puis surtout... il y avait du monde. Il y avait du monde. Oui. Il y a, comme d'habitude, entre amis ou en famille. Voilà, il y avait du monde. Une belle ambiance. Qui s'est effrité un petit peu forcément sur la fin parce que
Au rugby, il n'y a pas le money time comme au foot, c'est le coup près. Et le coup près, généralement, quand tu es du bon ou du mauvais côté, soit c'est l'explosion de joie, soit il te coupe complètement les jambes. Moi, pour revenir au match d'hier, je pense qu'on a eu une gestion de nos temps forts qui a été moins bonne que ce qu'on a pu proposer sur certains matchs contre des équipes de l'hémisphère sud et compagnie. Donc voilà, je veux dire, outre l'effet d'arbitrage, outre l'effet de jeu, je pense hier qu'il manque pas grand-chose. Mais il y a peut-être un manque un peu d'expérience et peut-être la gestion des temps forts qui a été. C'est d'autant plus rageant qu'il manque pas grand-chose parce que justement, parce que je trouve que finalement, je veux dire, c'est assez remarquable parce que c'est pas des grosses fautes. T'appelles pas la vidéo pour voir que Colby il est parti avant. Ça passe comme une lettre à la pote finalement. Mais c'est vachement, c'est sournois quoi. Et moi ça me fout en l'air. Je suis désolé. Je suis peut-être le seul à penser ça en France, mais moi j'en ai ras-le-bol qu'on fasse défoncer systématiquement. Ça m'énerve. Marseille s'est fait expulser sortir de la Coupe d'Europe, pareil, il disait truc d'arbitrage. Je veux dire, la VAR, que fout la VAR? Qu'est-ce qu'il faut derrière? Il joue au Scrabble mais tu peux pas tout mettre non plus sur le dos de l'arbitrage. Mais je peux passer pour le grand méchant loup aussi, ça me gêne pas. Mais moi je suis ulcéré. Et j'en ai marre que les Français soient toujours tellement gentils. La terre entière est magnifique, on est bon, le pays des droits de l'homme, merde. Si je peux, moi, c'est les visiteurs. Merde. Juste une chose. Moi, tu sais de quoi j'ai marre? C'est de taper ces équipes-là en test match. Ah oui. Et de pas les taper à la Coupe du Monde. Tu sais quoi? Je préfère perdre contre eux en test match et être en demi-finale. C'était un des commentaires. D'ailleurs, il y a Fabrice qui marque toujours l'intensité des 4 matchs de ces quarts de finale est exceptionnelle. Et effectivement, c'est un commentaire que j'ai entendu de Bernard Laporte il posait un peu Bernard Laporte ce matin sur RMC. Il disait effectivement pourquoi il y avait cette différence. Il y avait qu'à regarder qu'il y avait 3 équipes de l'hémisphère sud en finale, dont l'Angleterre hémisphère nord, et il expliquait une des explications. Il dit c'est parce qu'en fin de compte les équipes de l'hémisphère sud ne rencontrent que des costauds, ils se rencontrent qu'entre eux des costauds, et en fin de compte tu rencontres moins des clubs comme les clubs d'hémisphère nord, l'Angleterre, tout ça. Ils se rencontrent moins avec des gros styles, comment ça s'appelle, l'Afrique du Sud et tout ces choses-là. Après, en Europe, tu as quand même un niveau qui est assez élevé. Ils l'ont expliqué, surtout, c'est une des grosses différences. Ils ont moins de matchs. Ils arrivent beaucoup plus frais au niveau de la Coupe du Monde. Alors, ça, aujourd'hui, c'est moins vrai chez nous parce que les joueurs du groupe France, ils sont quand même vachement préservés par rapport au top 14. Il y a des phases où ils peuvent jouer, d'autres phases où ils ne peuvent pas jouer. Donc, aujourd'hui, physiquement parlant, je sais pas si c'est toujours vrai. Est-ce qu'il y a vraiment une différence Jean-Baptiste, est-ce que c'est normal quand même que les Sudaf, excusez-moi, mais on va dire vraiment que je suis là que pour sortir des trucs comme ça, mais c'est normal qu'ils aient eu 5 jours de plus pour récupération quoi. C'est quand même beaucoup 5 jours. Oui, mais attends, t'as des poules de 5. Ouais. D'accord, ils n'ont pas fait exprès de les mettre exempts. Je les accuse à rien, attention. Hein. C'est une accumulation de choses suspectes en fait. Non. Tu voulais parler de la World Rugby aussi par rapport. Non, mais je voulais en parler pour un autre motif. Alors les poules différentes là. Justement, je voulais en venir à ça. Vas-y. Si tu veux, le tirage au sort de la Coupe du Monde de rugby a été fait en 2020. D'accord. Ah oui. Mais il y a des têtes de série. Ces têtes de série, elles sont dans le classement mondial. Ah, mais de 2020 du coup. Et voilà. Eh oui. Sauf que 3 ans plus tard, les Anglais ils sont aux fraises. Tout à fait. La France devrait être tête d'affiche. Et quand tu regardes la différenciation et le déséquilibre, il vient de là. La France, elle aurait dû se trouver dans le tableau de. Mais ça aurait pu être différent. À la place de l'Angleterre. Et là, maintenant, tu as les Anglais en demi-finale quand même. Qui vont se prendre une roustasse contre les Sud-Africains. Il y a des chances, mais enfin. Sauf surprise. Finale. On sait même pas comment ils sont arrivés là, les Anglais sérieux. C'est pas faux. Mais après, un match, c'est un match. Mais eux, ils sont en demi et pas nous, quoi qu'on en dise. Faut pas dire ça. Les Anglais, ils ont fait une Coupe du Monde sérieuse, pragmatique, propre. Peut-être que Ben O'Keefe, il va arbitrer le match aussi et qu'il voudrait contre les Fidji. Ils peuvent les faire exploser dans les 5 dernières minutes. C'est vrai, ils ont bien tenu. Ils sont repartis tranquillement, ils ont joué au pied, ils ont mis les 6 points qu'il leur fallait, terminer. C'est vrai, mais n'empêche que l'écart il va être abyssal entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. C'est probable. Sauf surprise. Sauf surprise, c'est ça. Les Blacks prennent les Argentins. Bon, les Argentins, ils ont un cœur gros comme ça. Mais les Blacks, ça va passer. Sur une surprise. Normalement, tu devrais avoir une finale à Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Avec les Blacks qui gagnent. Voilà. Sauf surprise. Moi, je voudrais juste revenir sur le quart de finale Nouvelle-Zélande-Irlande. Exceptionnel. Alors, je sais pas si vous l'avez vu ce match-là, mais je peux vous dire que. Ça a envoyé du lourd. Alors, il y avait peut-être moins d'agressivité, quoique. Par contre, c'est sur les phases de jeu. Quand vous voyez le match, je crois qu'il y a 3-4 phases de jeu où ils finissent à 4 minutes de jeu, capot ouvert. Ils en peuvent plus. Et là, il y a eu énormément de jeux. Et regarde, les Néo-Zélandais.
Depuis la victoire contre les Italiens où ils ont mis 96 points, ils ont juste envoyé le message, écoutez messieurs, on est peut-être un peu moins bon que d'habitude, mais on est encore là, on va le bout, et peut-être on va la gagner. Et tu verras qu'à la fin, s'ils la gagnent, eh bien tout le monde... Et dans un sens, je serais bien, comme ça je me dis au moins les Français, nous on les a battus. Alors moi j'avais juste une question. Ouais. Est-ce que vous pensez que les Français étaient à leur apogée en termes de niveau de jeu à cette Coupe du Monde, ou justement est-ce qu'on a une marge de progression jusqu'à la Coupe du Monde 2027 ? T'as toujours de la marge de progression. Ouais, après, il va falloir voir quand même qui va remplacer Antonio, qui va remplacer notre ami Taofi Fenua, qui tous les deux prennent leur retraite, ils ont 33 ans. Antonio, à 33 ans, il les a bougés quand même hier soir. Donc le remplacer lui, ça va pas être évident. Parce que quand tu regardes le banc des piliers qui sont rentrés derrière, ça a été moins efficient. Ça a été très compliqué ensuite, parce qu'en fait on a changé les 3 aussi. Donc je te dis, ça va être aussi une question générationnelle. Alors après, aujourd'hui, je pense qu'avec les académies qu'a mis en place la Fédération française de rugby, on arrive à avoir un vivier de joueurs intéressant. Mais ça reste quand même du générationnel. Tu auras de bons éléments, sur d'autres générations peut-être moins bons. Je pense qu'on peut aussi essayer gentiment de commencer à faire rentrer, donner leur chance aux U20 qui ont été quand même champions du monde, parce qu'il y a des mecs qui déménagent grave. Oui, mais quand tu regardes sur les générations U20 qui sont champions du monde, tu en as un tiers qui finissent en top 14. Ah, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais. C'est très peu, beaucoup, même. Très peu même. Donc voilà, parce que y a des mecs qui se pètent, ou t'as des mecs fracture mentale, ils en ont marre du rugby, ils font autre chose. Ou t'as des mecs qui vont aller végéter en national palier tout simplement. Pardon ? Ceux qui n'arrivent peut-être pas à franchir le palier, la marche supérieure. Tout à fait, mais il y a un delta entre la Coupe du Monde du vin et celle qu'on vit à l'heure actuelle. Allez les gars, on va passer à autre chose. Donc vos pronostics pour la quart de finale, demi-finale finale. Le spécialiste. Les Blacks. Écoute, c'est une bonne question ça, tiens. Allez. Peut-être les Blacks, ouais. Moi je vois les Blacks. Waouh. Ouais, je vois les Blacks. Mais ça serait l'ironie de l'histoire. En tout cas, je vois les Blacks parce que déjà, je vais te dire que les Anglais vont les user, les Sud-Africains. Moi, je pense qu'à l'expérience, quand je vois le match d'hier, je vois les Box gagner quand même. Ouais, mais les Box, là, je pense que c'est mieux de prendre l'Argentine que les Anglais. Les Anglais vont leur faire mal. Oui, certes. Mais moi, je vais te dire, les Anglais, ils vont essayer de défendre du mieux qu'ils pourront. Ils vont essayer de prendre des points au pied. Je pense que s'approcher de la ligne, ça peut être compliqué. Moi, les Anglais contre les Sudaf, je les vois pas bien. D'accord, ok. Moi, se faire déchirer. Toi, tu les Blacks ouais. À l'arrivée, sur le final. Ouais. Okay. Tout le monde est Black. Bon, on est pratiquement tous les Blacks. La finale, après, elle est quasiment écrite. Ce serait beau. En fait, on est Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Oui, c'est surtout. J'ai entendu dire que peut-être ça serait Ben O'Keefe qui allait arbitrer la finale. Les Néo-Zélandais qui va arbitrer les Blacks. Ben O'Callagh du vidéo. Il a pas besoin de vidéo de toute façon. Non, il s'en sert pas. S'ils font ça, j'arrête de regarder. Peut-être qu'à l'avenir, je regarderai un peu plus de rugby après ça, tu vois. Ben arbitrage au kiff. Moi, j'ai pris une climatisation. En tout cas, on a vu les Français hier soir. Mais après, je contredirais Nathan, malheureusement, que pour moi, je vais être sévère, mais tu me fais pas rêver quand tu sors en quart. Exactement. Ah ben, Nathan. Il a raison. C'est sévère, hein, mais c'est vrai, ça nous coupe les jambes. Leur jeu fait rêver, c'est vrai, parce qu'on annonçait beaucoup les Irlandais champions du monde aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Que de surprises, décidément. Mais bon, si World Rugby faisait son ranking et ses poules différemment. Peut-être qu'on n'aurait pas eu ça, je le savais pas, mais c'est étonnant qu'ils aient pu faire les poules 3 ans avant. Comment ça se fait qu'il y a eu les poules 3 ans avant Alors écoute, il faut demander à l'aéropage de World Rugby. Voilà, je sais pas. Appelle-les, tiens, comme ça. Ça veut dire que on leur demande en live. Ça veut dire que courant 2024, on va déjà faire les je sais pas si tu as vu des articles aujourd'hui sportifs où Florian Grill, le nouveau président de la Fédération française de rugby, a claironné haut et fort. Il faut que les Français soient plus impliqués et mieux représentés à World Rugby. Tout à fait. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est un giron anglo-saxon. Il a poussé un gros coup de gueule. Ça veut tout dire. Ah oui, alors, il fait de la politique poliment, correctement. Mais il a raison. Aujourd'hui, si tu pèses pas dans les instances... à mes souvenirs, si je me trompe pas, en 98, quand on gagne notre première Coupe du Monde de foot, Platini est haut placé...
Non. Ouais, sauf que tu mets 3-0 au Brésil et que tu la mérites vraiment sur le terrain quand même. Ouais, après sur l'ensemble de la Coupe du Monde, est-ce que tu la mérites vraiment ? On va pas reparler de celle de 2018 parce que t'es costaud quand même. On va pas reparler de celle de 2018, c'était le vraiment exemple où on s'était écrit que l'Argentine devait aller au bout. Tous les matchs on va continuer à pleurer pendant 4 ans et à mon avis le seul moyen de bien relever tout ça, c'est de faire un grand au prochain tournoi national. Allez, on parle MotoGP. Pourquoi ? Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Allez, merci à tous ceux qui nous suivent, bien sûr sur le live Facebook et qui mettent tous les petits commentaires. On voit les commentaires d'Anthony, de Alex, de Thomas qui cuisine mais qui est toujours en train de nous écouter. Thomas en ce moment, il cuisine mais il nous écoute. Alors on parle MotoGP avec ce joli titre que tu m'as écrit, le retour du grand blond quand il a pas sa casquette sur la tête. Oui. C'est qui ? C'est Fabien Quartararo. D'accord. Parce qu'il a une chevelure et il est un peu peroxydé. En fait, il est pas blond mais oui. Non, il s'est fait des mèches blanches. Et donc ? Et puis il vient de se taper son 3e podium. Là, il a fait une belle course. Une petite éclaircie dans cette saison, brumeuse. Voilà. De Quartararo et Yamaha en général. Il a fini 3e, mais c'était bien quand même parce que. Non. Il revient un petit peu mieux. J'ai l'impression qu'il retrouve. Il est pas niçois entre les dents. Oui, complètement. Et il est moitié italien quand même, non ? Ouais, Quartararo. Il avait fini. Forte chance. Fabio. On pensait suédois au début, mais ça fait pas. La saison dernière. Il est niçois. Moi, j'ai un ami. Il est niçois. Et Johan Zarco, il a fini dans le top 10 ? Non, il a abandonné, il a même pas terminé. Dommage, je l'aimais beaucoup. Il a même pas terminé parce que Zarco. le grand favori là qui était passé donc en tête par rapport à la course sprint là, du Jorge Martin, il s'est gaufré au 15e tour. On ne sait même pas pourquoi il a fait tomber tout seul en fait pratiquement. Donc du coup c'est Bagnaia, notre ami, toujours aussi amateur de chocolat qui a gagné. Ah bah lui, sur la continuité de la saison dernière, de toute façon, voilà, en termes de performance, en termes de niveau. Alors au classement, donc c'est toujours, on rappelle le classement. Bagnaia qui est premier et Jorge Martins qui est deuxième. Voilà, c'est les deux qui sont au coude à coude. Tous les deux sur Ducati, bien sûr, ils vont se tirer la bourre certainement jusqu'au bout. Mais on peut noter aussi que le deuxième, j'ai oublié le nom, je l'ai pas noté là. Il était sur Aprilia et donc Quartararo est sur Yamaha. Donc il y a quand même les autres écuries qui commencent un petit peu à travailler pour un peu casser l'hégémonie des Ducati. Après, alors je connais pas toutes les fonctionnalités à ce niveau-là, mais voilà, Ducati, ils ont 10 machines sur la grille de départ sur 30, donc ils sont tout le temps un tiers de la grille, donc forcément. Mais bon, t'as quand même une domination écrasante c'est les Red Bull du MotoGP cette année, ils sont intouchables. D'ailleurs, il paraît que Verstappen va arrêter la Formule 1, il va passer à MotoGP et il va être chez Ducati. Comme ça, au moins, il continue tranquille à toller tout le monde. Non, après, c'est compliqué pour les autres. Voilà, c'est compliqué pour les autres. Après, voilà, et encore que Quartararo, malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui s'est surperformé par rapport à la performance de sa moto, parce que avec n'importe quel autre coureur sur une Yamaha, tu fais pas un podium cette année, donc il a cette faculté à surperformer, à pousser le maximum, à aller chercher le peu de fois où cette saison il a l'opportunité aller chercher un résultat. Voilà, après faudra voir. Après je sais. J'ai l'œil sur la tout le temps tu me regardes en mode Pascal, vas-y tais-toi, t'arrêtes. Parce qu'il sait qu'il y a le cyclisme qui arrive derrière, c'est ça. Je veux vous laisser au bout. Il n'y a pas de cyclisme. Si, juste après. Je vais vous laisser aller au bout du propos, mais moi je suis pas au courant. Regarde, j'ai l'œil sur la pendule parce que je sais qu'on doit caser. On rappelle à nos auditeurs que voilà, en fait, quand vous voulez faire un petit tour avec nous dans l'émission 100% sport, on vous fait découvrir un petit peu le panel de ce qui s'est passé ce week-end, en allant un petit peu vite sur certains sujets, sur certains sujets, mais voilà, en tout cas vous nous rejoignez, vous savez ce qui s'est passé au niveau du monde du sport. Et on reviendra à la fin de l'émission. Il y a un sujet qu'on n'a pas traité sur le rugby. On en reparle à la fin de l'émission. C'est le retour en forme de Dupont. Voilà, je voulais qu'on en parle puisque tu me l'avais mis dans le sommaire et on en parlera. Il a été en méforme à un moment. On en reparle. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. Cyclisme, le chrono des nations, le champion d'Europe finit devant le champion du monde. C'est la première fois que Pascal a dit on va parler cyclisme. J'étais choqué. Oui, non, parce que il va briller tout de suite. Non, parce que sur le papier, ça reste une course, c'est pas le Tour de Romandie. Plus que minime, en fait. Mais ça clôture la saison. Voilà, pour l'anecdote, c'est la dernière course de la saison. Voilà, c'est un contre-la-montre.
En Vendée, ça se passe en Vendée, en France. Voilà, où tu as eu la confrontation entre donc, le champion du monde Remco Evenepoel et le nouveau prodige. Alors, 19 ans, Joshua Tarling, le Britannique, qui de mémoire est déjà vice-champion du monde derrière Remco Evenepoel cette année. Voilà, qui est néo-pro, hein, je crois qu'il est passé pro cette année ou peut-être en fin de saison dernière. Mais voilà, on risque d'en entendre parler. Qui est un jeune rookie, hein, voilà, à son âge, 19 ans, faire des performances comme ça en contre-la-montre. Voilà, ça veut dire quoi un jeune rookie? Rookie, c'est un néo-pro, quoi. Ça vient de NBA, ça vient de NBA. Un talent, un jeune talent. Voilà, je dis ça parce que moi je me connaissais que Rox et rookie, mais voilà. Ouais, c'est ça. En fait, c'est rookie et pas Rox. Voilà, c'est pas forcément un rookie, même s'il est anglais. D'accord. Non, voilà, mais voilà, faut quand même souligner la performance, puisqu'on en parle. Après avoir, est-ce que ce sera un type de coureur qui va vraiment se spécialiser uniquement sur le contre-la-montre, comme les gros rouleurs qu'on a connus, voilà, peut-être Fabian Cancellara, il aura peut-être du mal en montagne, le Tour Valais c'est pas pour lui. Voilà, après en fait en cyclisme tout est possible, hein, voilà, tu prends quelqu'un comme Geraint Thomas qui en 2018 a gagné le Tour de France, voilà, à la base c'est pas du tout un profil grimpeur. La Sky ils l'ont pris, ils lui ont fait perdre 30 kilos et ils ont fait faire des watts. Au final ça a été pendant quelques années. Tu devrais travailler chez Sky, toi? De quoi? Tu devrais travailler chez Sky, toi? Ça me fait pas de mal, ouais. Bon, maintenant c'est Ineos, si vous voulez me faire grimper un peu, voilà. Second Riviera de Cliff. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Non mais voilà, c'est un profil à suivre, sûrement qu'on va reparler ces prochaines années. Dans quel type de discipline, ça, voilà, c'est la question, mais en tout cas, voilà, énorme performance et voilà. Si t'es un rouleur comme ça dans une équipe, ça peut faire du bien quand même pour l'esprit. Ah oui, clairement. Et puis bon, de toute façon, quand tu finis devant Evenepoel, c'est forcément pas mal, une performance. Hein. Alors, chers amis, vous avez vu, vous nous suivez, c'est leurs idées, c'est leur débat, c'est leur avis sur le cyclisme. Merci, mon cher. Merci à vous. Voilà, c'était un peu court ce soir le cyclisme. Parce que moi, y a pas. Il était surpris, je te dis déjà, j'étais pas. Quand Pascal est surpris pour cyclisme, tu te dis pas nous, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Oui, parce que la semaine dernière, on parle du Lombardie qui est un monument de la saison. Là, on parle du Chrono-Nation qui est une course régionale. Ma maîtrise du cyclisme, ça s'arrête au vélo bleu. Donc on a une chance énorme que le Tour de France se déroule au mois de juillet quand le studio s'enfermait, parce qu'on n'en caserait pas une seule. Pascal, l'autre. Il arrive, il allume la lumière, il a les clés. Allez, on va parler exceptionnellement, on va décaler, on va parler football avant de parler basket. Oui, on va parler football. Vous avez juste le temps de passer un jogging. C'est maintenant 100% sport. Je disais on va parler football puisque comme notre petit jeune va partir un peu avant, donc faut pas qu'il rate son train, mais il a raté comme la semaine dernière. Il a raté son train la semaine dernière, le pauvre. Il est captivé par cette émission. Alors il fait de l'athlétisme. Éliminatoire de l'Euro, l'équipe de France, bien sûr, Mbappé et Klose et la FIFA qui se ridiculise à faire pleurer. On me met en commentaire d'aborder le sujet Attal et Benzema que je ne traiterai pas parce que c'est un sujet que je ne veux pas traiter parce qu'on va être trop désagréable et je risque d'être trop désagréable. Je sais même pas de quoi on parle. Alors Attal et Benzema, ça m'est passé sous le nez. On peut dire les faits ou pas? Alors on va juste donner. les faits et après on peut y aller. Je vais juste donner les faits. Effectivement, il y a eu un Attal qui joue à l'équipe de Nice, donc Youssef Attal. J'étais sur le ministre. Qui a retweeté. Gabriel. Il a repartagé sur Instagram. Il a repartagé sur Instagram un tweet d'un prédicateur islamiste où ils zappaient les Israéliens. Bon, je la fais courte. Et Benzema, pareil, qui vient en soutien après plus d'une semaine de ce qui s'est passé là, des trucs, il vient en soutien au peuple palestinien sans mettre un seul mot pour le peuple juif ou quoi que ce soit ou Niki. Là on s'aventure sur un terrain très glissant. On peut passer. Merci. Je peux juste en rajouter une toute petite. C'est pour ça que je ne veux pas aborder ça. J'ai vu l'entrefilé Palais. Apparemment la fédération française est en train d'épingler Jean-Claire Todibo qui devrait être titularisé peut-être contre l'Écosse parce qu'il a eu une grosse crise de fou rire alors qu'on demandait une minute de silence pour l'attentat qu'il y a eu en Israël. Et le type a. Et pour Youssef Attal, il y a une enquête qui est en cours, qui a été ouverte, qui a été lancée par Eric Ciotti et la mairie. Donc, en tout cas, on a donné les sujets. On fait du sport, pas de la politique. L'équipe de France. Sinon, on pourrait en parler toute la soirée. Allez, l'équipe de France, mon cher, tu voulais nous en parler. Démarre-toi, vas-y. Alors, c'est parti, on va parler l'équipe de France de football. Si pour nos rugbyman tout va mal, et ben pour les footeux, tout va pour le mieux, car l'équipe de France. Toi, tu veux avoue quand tu je vais la sortir de là, j'étais content, même avant même de la sortir. L'équipe de France, l'équipe de France s'est imposée à l'extérieur à la Johan Cruyff Arena 2-1 face aux Pays-Bas.
Il met 2 beaux buts. Magnifique, franchement, c'est un match piège pour les Bleus. Donc dans les éliminatoires de l'Euro 2024, il y avait de grandes chances qu'ils soient vraiment accrochés, mais pourtant, les hommes de Didier Deschamps ont vraiment fait le travail. Ils ont fait le job. Il y avait donc un doublé de Kylian Mbappé, le capitaine, qui a été extraordinaire. Plus faut un le tir dire. sur la barre aussi. Il a failli faire un triplé. Et donc les Bleus s'imposent 2-1. Ils sont les premiers qualifiés à l'Euro 2024 et peuvent donc aborder sereinement. Il n'y a pas eu un but refusé aussi pour les Hollandais? Oui, tout à fait. Il y a un but refusé. Les Pays-Bas, effectivement. Et nos tricolores peuvent aborder sereinement le match qui arrive demain soir à Lille contre l'Écosse. Mais c'est un match amical. C'est un match amical. C'est un match amical. Après, on finit par Gibraltar, non? Oui. Grosse nation. Non, on a encore Gibraltar et la Grèce à jouer. Ah oui. Et c'est à Nice, le match de Gibraltar, on va le suivre avec attention car il sera à l'Alliance Riviera de Du Nice. coup, je pense à ça, j'aurais double coup de gueule après. Ouais, franchement. Sort des coups de gueule. Oui. Il y en a toujours chez nous. Mais c'est bien. Ah ouais, nous, ça gueule. Jean-Baptiste est arrivé, pas de coup de gueule, rien. Tranquille. Ah si, un petit coup contre la World Rugby. Jean-Baptiste, c'est la force tranquille. Non, mais je trouve en plus que c'est. Faut pas trop le chercher quand même. J'ai essayé de lui piquer son pot au chocolat la semaine dernière. Ouais, je m'y serais pas amusé. On continue. Donc elle était sur l'Euro, donc tu voulais nous terminer. Alors pour terminer, évidemment, les Bleus, faut le souligner, ils sont vraiment dans une grande forme et il faut notamment souligner la performance de joueurs comme Antoine Griezmann. C'était son 81e match d'affilée avec l'équipe de France. Il faut souligner quand même la performance XXL de Grisou qui est si régulier avec les Bleus et qui, je lance le débat, est-il l'un des 3 meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France? Ça dépend. Car moi j'en suis intimement persuadé. Par rapport à ta génération. Non, même en étudiant bien, en regardant. Sa question, c'est pas ça. Sa question, c'est général. Alors tu mets qui dans les 3 premiers? Évidemment, Zinedine Zidane en tout premier. Et moi je mettrais Platini en premier. Michel Platini. On va y avoir des gros débats. C'est générationnel. Non mais oui, Platini. Fatalement. Ça va être mais après générationnel. si on prend Thierry Henry ou même après, il y a au-dessus de Kylian Mbappé, évidemment Griezmann, mais moi je le considère en termes vraiment d'apport qu'il a au milieu en attaque. Grâce à lui on gagne la Coupe du Monde 2018 en grande partie. Je le considère vraiment dans la 3e place des plus grands joueurs de l'histoire des Bleus. Pour moi, on peut pas se permettre, même tous les journalistes en général, tu peux pas classer ces joueurs en fait. Zidane, Platini, Griezmann, Henry, même Mbappé dans 3 ans. En plus, c'est dans des générations différentes. Ouais, c'est pas possible de les classer. Nous, qu'on a connu Jean-Baptiste, toi, Thierry, on n'en parle pas, mais Didier Deschamps, les gars. On va dire le plus complet, moi, de ces joueurs. En tant que joueur, c'était Platini. Platini, c'était le plus complet. C'était un joueur qui marquait de la tête, du pied gauche, du pied droit, qui donnait des passes. C'est vrai. Le plus complet, c'était lui. Surtout que Zidane nous en bouffe une de Coupe du Monde quand même. Donc, on va pas se mentir. Le plus complet de la maîtrise. Oui. Ah bah si, il nous bouffe une Coupe du Monde, les gars. Enfin, moi, c'est mon avis. Alors, c'est vrai que quand tu classes ces joueurs, et nous, on fait partie de cette génération-là, moi, ce que j'ai toujours regardé, c'est le joueur dans sa totalité. Et effectivement, Platini, c'était un mec, pied gauche, pied droit, tête, passe de 40 mètres, à l'avant, à l'arrière, au milieu. Il jouait tous les postes correctement. Mais tu vois, à l'époque, il aurait dû gagner une Coupe du Monde lui aussi. Et là, on n'a pas eu les écarts qu'il fallait au niveau de l'arbitrage parce qu'il aurait mérité sa Coupe du Monde. Ça y est, on est encore. Platini n'a pas eu sa Coupe du Monde. Il est sur l'arbitrage. Il en a rien à foutre. Alors, donc, si on prend tes critères, pour moi, Griezmann serait même numéro 2. Parce qu'au niveau, il est ultra complet. Griezmann est passé d'être devant, il est passé à droite, maintenant il est au milieu. Et c'est vrai qu'il est tout le temps en équipe de France. En tant que relayeur, c'est un régal. Il est incroyable. Il joue simple, la vision de jeu, il joue simple. Une grosse parfait. Combien de caps t'as dit de Griezmann? Une grosse différence de l'équipe de France. Alors c'est son 81e match d'affilée avec les Bleus. Il est passé à travers 5 matchs en équipe de France, c'est le bout du monde. Il a fait un jour énorme. Il y a un joueur, je sais pas votre avis les gars, mais en tout cas les gars et mademoiselle, pardon. Qui fait une grosse différence depuis un bon moment en équipe de France depuis qu'il est arrivé. Mike Maignan. C'est le gardien. Mike Maignan. Bravo. Impressionnant. Tout à fait. Et il faut souligner à quel point Mike Maignan. Un but seulement de prix. C'est ça. Et qui aurait pu être évitable. Parce que c'est vrai qu'il a mal, pour le coup, il a mal anticipé. C'est vrai. Mais moi, je trouve qu'il y a une très grosse différence de maîtrise. Il y a une nouvelle génération en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait notre équipe de France a une capacité à avoir chaque fois une nouvelle génération qui arrive de talent. Hugo Lloris, véritable légende des Bleus. En plus, c'est dur de prendre la relève de Lloris. Hugo Lloris, qui est le joueur le plus capé, capitaine taulier. Je le trouve meilleur. Je suis d'accord. Attends un peu. Je suis d'accord. Il est beaucoup plus calme. Mais oui, mais il a pas encore eu de grand test. Il a pas encore eu beaucoup plus bête. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il lui faut comme grand test? Une Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est un mec qui. Parce que Hugo Lloris, il est salvateur contre l'Uruguay en 2018, en finale aussi.
vraiment, on lui doit une Coupe du Monde à Monsieur Lloris. Donc avant de dire que Maignan est meilleur que lui, je suis entièrement d'accord avec Nathan. On est agréablement. Ah oui, non, Lloris fait une Coupe du Monde. Quand on gagne la Coupe du Monde 2018, il fait un arrêt contre la Belgique, un arrêt par match, mais un arrêt qui vaut un but largement. Ah ouais, complètement. Ouais. Alors on est agréablement surpris. Enfin, tu es content, moi aussi, et j'ai vu de la différence. On a enlevé Koundé et on a mis Klose. La différence. Alléluia. Exactement. Alléluia. En plus, il a fait un bon match. Il a fait un match. Franchement, je suis choqué de savoir qu'un arrière droit performe mieux à droite qu'un défenseur central. Franchement, je suis entièrement d'accord. Maintenant, j'espère qu'il va avoir sa chance et j'espère qu'il va confirmer. Il a vraiment bien joué. Oui, mais après, c'est sur un match. Excusez-moi, monsieur Monégasque, mais comment Fofana est sectionné encore? Youssouf? Ouais, Youssouf. Bah, aujourd'hui, il y a qui à sa place? Il y en a plein, franchement. Bah, cite-les-moi. Bah, je prends même mon grand frère d'Île-de-France, il est meilleur. Fofana, il est catastrophique, Fofana. T'es pertinent, toi. Hein. Franchement, tu m'as convaincu. Je ne connais pas ton grand frère, mais j'aime bien. En équipe de France. Arrête ce jingle, s'il te plaît. Mais je vais te rappeler que malheureusement, je trouve qu'il a pourtant fait une carrière de joueur extraordinaire, mais en équipe de France, on lui a toujours craché dessus. Je te prends Patrice Evra, qui a fait une carrière en club quand même extraordinaire avec Manchester. Extraordinaire. Il a fait une carrière en club et en équipe de France, il a été constamment décrié. Franchement, je le vois régulièrement. Ça vaut pas Chouameni, on va pas se mentir. I love this game. Mais Fofana reste un bon joueur, franchement. Voilà, en tout cas, c'est un bon joueur, mais il y en aurait peut-être d'autres avant, je sais pas. Mais qui c'est ça? Warren Zaïre-Emery. Il arrive dans 6 mois. Je suis entièrement d'accord. Je signale quand même aussi, Deschamps est en train de réfléchir à l'éventualité d'un retour de N'Golo Kanté. Apparemment, il s'éclate comme une bête là-bas. Non, ça c'est mort, ça. C'est mort. Je suis d'accord. C'est mort. Tu ne peux pas, en jouant en Saudi League, tu ne peux pas avoir le niveau européen. Eh oui. Je te dis ce que j'ai entendu. Oui, mais bon. À noter, c'est des gens qui ont le niveau. Que si jamais Maignan se blesse, plus maintenant. Giroud peut aller dans la cage. C'est vrai. Son match incroyable, j'ai vu. Son entraîneur ne t'arrive pas. En plus, je l'ai vu, il fait un arrêt incroyable. À la 92e minute, il sort dans les pieds et que toi, tu vas jamais. Sur le site du Milan AC, il est inscrit en tant que gardien. Ils ont même la Milan officielle. À Milan, ils vendent des maillots de Giroud. En tant que gardien, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Et ils se vendent très très bien. Milan, ils ont poussé le délire jusqu'au bout. Dans la boutique, tu peux acheter des maillots de Giroud. Il fait une sortie à la 92e, c'est incroyable. Giroud, moi je suis un grand fan de Giroud. J'adore. C'est quand même un joueur qui a été quand même vachement décrié et tout. Le type, il dit jamais rien. Sa réponse sur le terrain, elle est magnifique. Il est tout le temps là, il est droit dans ses bottes. Il marque quand il faut marquer. 4 buts à la Coupe du Monde 2022. J'aime des grands clubs parce que ça reste un grand club pour un comme Milan qui je trouve qu'il a ça. Après, la belle reconnaissance, elle est là-bas parce que moi je parle avec des Italiens et tout et il l'adore. Il en sent. À Milan, ils vont leur faire une statue. Giroud, il a remplacé Zlatan. Mais c'est ça, j'allais dire qu'il avait un grand poids sur les épaules de remplacer Zlatan Ibrahimovic. Il a fait parfaitement. En Serie A, en Italie, plus que dans tous les autres championnats. Alors pourquoi je n'ai pas vraiment d'explication. L'âge pour un joueur n'a strictement aucune importance. C'est vrai. Et t'as régulièrement des joueurs, t'as la génération du Milan, les Costa Curta, Nesta, Gattuso, ils avaient tous 35 ans, rien à foutre. Mais même plus, ils sont arrivés à 37, 38. Costa Curta, je crois, il a arrêté sa carrière à 40 ans. Maldini, il joue encore. C'est notre Maldini, voilà. 37, 38 ans au Milan, tous ensemble. Sidorf, ils jouaient tous ensemble en tant que titulaire. Peut-être que la prépa physique en Italie. Certainement, il y a forcément des facteurs, mais voilà. Après, peut-être une question de culture aussi, parce que dès que tu passes 32 ans. J'ai un entraîneur italien cette année. Effectivement, même en amateur, il rigole pas. Vous avez vu la différence. Pendant que tu parles des Attends, juste avant, mais vous avez vu la différence. L'équipe de France, on a toujours suivi l'équipe de France, nous, depuis des années. Le niveau de l'équipe de France est monté quand les joueurs ont commencé à les jouer en Italie. Deschamps, tous les joueurs. Oui, la génération de l'époque, c'est vrai. Thuram, tout ça. Alors après, l'Italie, c'était le championnat majeur à cette époque-là. On a appris deux choses. On a appris, comme ils viennent de le dire, le physique, certainement, et surtout on a appris à jouer comme eux, tactiquement. Arrêtez d'être con. Là-bas, c'est tableau noir et physique. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux entraîneurs, juste un tout petit et les éliminatoires de l'Europe. Vincenzo Montella qui entraîne l'Albanie. Et je ne sais pas si vous avez vu, l'Albanie est en tête de son groupe. Et donc elle est pratiquement qualifiée pour aller donc à l'Euro l'année prochaine. L'Albanie, on est en train de parler de l'Albanie. L'Albanie en général c'était 6-7 buts par match quoi. Et là ça commence à venir avec Montella, ils ont fait
des éliminatoires terribles. Hein. Ce qui me déprime, c'est quand je dis pas qu'ils vont. Que Nathan, il n'a pas connu Montella en pointe, gaucher. Voilà, donc très bon gaucher. Il est arrivé tranquillement, on lui a donné une toute petite sélection. Il n'a pas tout de suite été comme Guardiola parachuté sur les méga clubs patagofins. Il a l'Albanie et il a des résultats. Vous avez Gattuso. Hein. On a Gattuso. Ça va peut-être changer, on verra. En tout cas, ils vont courir, ça c'est sûr. Moi, je rêve de voir Pep Guardiola entraîner le FC Lorient. Pour voir s'il aurait les mêmes résultats. J'aimerais bien voir. Comment ça s'appelle, les entraîneurs, les Italiens. Ça est à craquer. Ils ont quelque chose dans le football que les autres n'auront jamais. Les Italiens, il faut arrêter. C'est un peu comme disait tout à l'heure, l'Afrique du Sud avec le rugby ou les All Blacks. Avant au stade, avant d'aller à l'église. Voilà. Moi, je suis d'accord. Tu vas dans n'importe quel village, t'as un terrain de foot en Italie. Non, mais c'est évident. Mais par contre, un petit garçon aujourd'hui italien qui a 10 ans, il a jamais vu son équipe nationale en Coupe du Monde. Ils ont quand même loupé 2 Coupes du Monde d'affilée. Non, mais c'est une réalité. Et là, ils sont pas spécialement mieux pour l'instant. L'Italie, ça fait 2 Coupes du Monde d'affilée qui ratent quand même. On travaille avec 50% d'Italiens. T'as un gamin, t'as 12 piges, t'as jamais vu l'Italie en Coupe du Monde. On l'a eu aussi. Comme tu dois te régaler. Oh là là, génial. Allez, on finit avec le football, avec la FIFA qui se ridiculise à faire pleurer. Ah non, mais là, c'est le coup de gueule de Mika. Franchement, j'en peux plus. Vas-y. Je n'en peux plus. Là, vous avez vu là, donc de Coupe du Monde 2030, les lieux. Uruguay, Argentine, Maroc, Espagne, sur 3 continents. C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qu'ils nous font? T'as pas suivi ça encore, Jean-Baptiste? Oui. Ça t'enlève une. Effectivement, j'ai pas suivi du tout. Alors, avec la climat. Il y a rien qui va. Ferveur. Il y a l'Arabie Saoudite aussi qui postule. Ça, c'est pour 2030. Mais non, mais la ferveur, rien que pour ça. 2034. Je me rappelle, on a un ami proche qui a été. La ferveur, par exemple, de la Coupe du Monde au Brésil, dans un seul pays où tout le monde peut se réunir, où tout le monde est là. Où c'est une religion, comme tu dis. Là, toi, nous, tu t'économises pendant 10 ans pour te faire une Coupe du Monde, il va falloir que tu ailles voir ton premier match en Uruguay. Si ton pays, il va en quart de finale, derrière, faut aller au Maroc. Alors, mais c'est n'importe quoi. En fait, Boss, pour t'expliquer. Bravo à Fantino. Exactement. Pour expliquer rapidement pourquoi ils ont pris cette décision, c'est qu'en fait, comme vous le savez, la première Coupe du Monde en 1930 a eu lieu en Uruguay. Tout à fait. Et là, en hommage pour les 100 ans, ils veulent donc qu'il y ait des matchs en Uruguay, en Argentine, c'est là où il y a les premières Coupes du Monde. Et en plus de ça, il y a une candidature commune entre le Maroc et l'Espagne, ce qui fait qu'en fait, sur le plan écologique, c'est un désastre. Parce que la Coupe du Monde 2030 sera jouée sur 3 continents. Non, 2030. Non. 2030, pardon. Elle sera jouée sur 3 continents en fait. Non, les avions, c'est ça. On parle d'écologie. Quel est l'impact carbone de tout ce et les clims là, parce que c'est que des pays chauds en plus. Non, mais surtout que si tu veux faire ça, laisse-la en Uruguay. Tu la laisses en Uruguay. Voilà, en hommage, allez, prenez votre Coupe du Monde pour les 100 ans. On l'a fait tous là-bas. Moi, je vais pousser l'analyse encore plus loin. Donc, tu le fais en Uruguay, c'est pour fêter les 100 ans par rapport à la première Coupe du Monde. Donc, l'Uruguay doit gagner la Coupe du Monde. Et il paraît que l'arbitre est déjà désigné, c'est Ben O'Keefe. Oh non, Ben O'Keefe. Avec ou sans la vidéo. Il fait tomber le rugby, il va aller entraîner le foot. Vous allez voir. Concernant ce phénomène là d'organiser des compétitions dans je sais pas combien de pays, moi j'ai essayé de faire une analyse vraiment très 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 poussée là-dessus, beaucoup de recherches. Et en fait, je vais être un peu long, mais c'est pour le fric, ma couille. Tout simplement. Non, mais c'est scandaleux. Toi, t'en as dans le calbut, ça doit te c'est triste. Non, mais c'est aberrant, franchement. Et moi, j'ai vu ça aberrant, frérot. Depuis qu'il est arrivé à Fantino. Alors, on savait déjà qu'avec Sepp Blatter, Platini, toute la bande, c'était déjà une magouille complète. De toute façon, et du coup, tu peux être déjà sûr que la prochaine va être en Arabie Saoudite. C'est déjà signé, le bordel. 2034. On va envoyer des chèques à tous ceux qui votent. Allez, tiens, t'as qu'à voir les dernières Coupes du Monde, Russie, Qatar. Maintenant, même les Jeux Olympiques d'hiver ont Qatar, bon, c'était l'argent, mais elle était exceptionnelle. C'est vrai. Ah, vu le fric qu'ils y ont mis, c'est la bonne des choses. Oui, sauf que ça serait bien passé, mais tu vas te retrouver comme en Afrique du Sud avec 20 stades qui vont servir strictement à rien. Alors pour faire de la publicité, c'est bien, mais voilà, à part ça. Surtout que là-bas, ils crèvent pas de faim, mais ceux qui sont venus les fabriquer. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai entendu ça, je me demande si tous ces joueurs qui font venir là en Arabie Saoudite, c'est pas lié à cette demande de Coupe du Monde. Bien sûr, mais complètement. Vous inquiétez pas, on envoie du blé partout. Mais c'est complètement ça. Là, tu mets un chèque, tiens mes chiffres. Voilà, il y a pas de fumée sans feu. Faut pas oublier non plus les conditions qu'il y a eu pour construire les stades. Bien sûr. Le nombre de morts qu'il y a eu au Qatar. Moi, j'avais juste un dernier coup de gueule. Il a dit tout à l'heure Jean-Baptiste sur France-Gibraltar qui est à Nice. Donc catégorie 3. Donc tu vois rien.
Si tu fais ma taille, tu vois le mec qui est devant toi. Si t'as JB devant moi, t'es dégoûté. 75 balles. JB, tu vas pas au stade. Je suis désolé. Et je vais pas te donner les tarifs de la Coupe du Monde de rugby. Ah bah oui, j'imagine. Mais là, moi j'ai voulu aller voir l'Italie quand j'ai vu les prix. Ah ouais, ça t'a calmé. Angleterre, Japon, 200 €, bonne place. Donne-moi un prix. Il restait. À la limite, au moins tu vas voir un match de Coupe du Monde. C'était 300 € tête. Et Angleterre, Japon, au moins 200 €, tu t'avais pas une bonne place. Non mais là c'est France-Gibraltar. Gibraltar, moi si j'étais Gibraltarais, j'aurais été en équipe nationale. Et en ce moment en défense, on est meilleur que Gibraltar. Non mais sérieux. Ah ouais. Et là c'est 75 balles et tu vois rien. 95 balles à nos deux. Sans transition. Bon là ça va, c'était ton coup de gueule FIFA. Ouais, ça m'en fout. Ah, il l'attendait celui-ci. Merci. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Juste, je vous rappelle que samedi, c'est quand? Nice-Marseille? Samedi prochain, il y a un choc de la Côte d'Azur entre Nice et l'Olympique de Marseille. Un choc. Nice, non, le choc de la Côte d'Azur. Et donc tu vas faire le reportage. Mais sachez que lundi prochain, je crois, il y a encore une émission. Oui, il y a encore une émission lundi prochain. Par contre, Côte d'Azur, Marseille. Oui. Allez, on enchaîne. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. On Côte d'Azur, c'est Monaco, Nice. Les enfants, s'il vous plaît. David, la Côte d'Azur. Un peu de discrétion quand le meneur y parle. Arrête, Nathan. C'est mon chef. Nathan, arrête. Le basket, la Roca Team, Dr Jekyll et Mr Love, intraitable. Non, Mr Hyde. Il envoie toujours des titres. Je pensais à Jerry Lewis. Il met son âme dans les titres. Non, mais il a écrit Mr Love. C'est un métier, les gars, vous rigolez. Ah, mais c'est magnifique, j'adore. On adore. J'adhère. Intraitable. Je voulais faire publiciste, moi, tu sais, faire des slogans. Ah bah t'as raté quelque chose. La Roca Team, intraitable en championnat de France et fantomatique en Euroleague. Attention. Alors, écoutez. Alors, on est tout oui. Je vais remonter les manches que je n'ai pas. Il y a un arbitre dans l'histoire ou pas? Il y a Ben O'Cliffe ou pas? Oh non, Ben O'Cliffe, pas lui, pas Ben O'Cliffe. Il fait pas le basket. Cela dit, les arbitres qui ont au basket, non, franchement, tu as vu quelques matchs, ça devient risible. Ouais, mais je sais pas s'il y a Ben Kiff quand même. Ça devient risible. Ils sont pas bons dans moi, je voulais juste dire que ce que j'avais annoncé déjà l'année dernière, c'est-à-dire que la Roca Team, Monaco, pour ceux qui savent pas que c'est la Roca Team, qui a fait quand même une grosse saison, finit 3e de l'Euroleague, qui gagne le championnat, qui gagne la coupe, etc. Il y avait quand même une carence évidente, c'était qu'il n'y avait pas un psychopathe du shoot. On ne l'a pas. On a de très bons joueurs comme Diallo, Lloyd, qui ne peut pas jouer pour l'instant parce qu'il est blessé, etc. Mais on n'a pas le fameux psychopathe qui te met ses 15-20 points réguliers. Toutes les équipes en Euroleague, elles en ont au moins un minimum. Nous, on ne l'a pas. Et il se trouve que là, en ce moment, et je le sens arriver depuis un moment, c'est pour ça que je dis attention, et j'ai mis en police de caractère 38, on le voit bien, hein, vous ne le voyez pas, mais je peux le monter à l'entraîne, attention. Hein. Parce que effectivement, dès qu'on a le dernier match là qu'il y a eu contre Bologne, Virtus Bologne, hein, Eli Okobo, qui est quand même un très très bon joueur, super adroit, en équipe de France, 0 points. Il n'a pas marqué un seul point de tout le match. Donc moi, et le problème, c'est que si un mec comme Okobo passe au travers, eh ben tu n'as personne toute derrière. Voilà. Lloyd, Lloyd il joue qui pas. Diallo, etc. On n'avait rien. Résultat des courses, on a quand même pris 26 points. Contre Bologne. Là, on va jouer à l'Étoile Rouge mercredi. Aïe, 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 aïe. Ça va faire très, très mal. Parce que, donc, je pense. Je connaissais pas ce club. Ouais, aïe, 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 aïe. Je pense qu'en Betclic, à mon avis, on est quand même un cran au-dessus. Ça devrait bien se passer. En Euroleague, je vous l'annonce à l'avant, j'ai très, très peur. Je pense qu'ils ont fait un très bon choix d'avoir pris Kemba Walker. Tu as vu le contraste avec l'année dernière? En Euroleague, on était dans les finales fortes, c'est ça? Oui, bon après si tu dois perdre des matchs, il vaut mieux les perdre au début et te refaire une santé sur la fin. On peut pas dire que Monaco a besoin de se connaître entre joueurs parce qu'on a quasiment la même équipe. Ouais. Et Jean-Luc, tu sais qu'on a. Pour l'instant, les recrues sont pas encore. Cornélie est pas mal. Mais alors là, on peut reparler 2 secondes du coaching de Sasa Obradovic. Ça fait un moment que je dis que le mec ne sent rien du tout. Je pense qu'il sent plus du tout. Lui, il a chopé le Covid. Il sent rien. Je veux dire, il ne fait pas jouer les joueurs qu'il faut et voilà arriver. J'ai un petit peu peur, j'ai même très peur. Donc Dr Jekyll et Mr Hyde. Dr Jekyll, c'est la Betclic, championnat de France. Mr Hyde, pour l'instant, c'est l'Euroleague. À eux de me faire mentir. Quand j'ai vu combien le message il nous a mis hier soir. Hier soir, il a été. WhatsApp, j'ai dit il est j'ai mis en sourdine. Il a failli se faire ban. Quand je vais me coucher, j'ai mis en sourdine parce qu'à tout moment, il m'a un message à 2h du matin de se réveiller. C'est parce que j'étais pas sûr d'être là ce soir, donc j'avais préparé le sommaire. On a un groupe WhatsApp pour l'émission et donc on se met les commentaires, on se prépare l'émission du lendemain. Il nous a inondé hier soir. Ah, mais en cours, j'ai éclaté de rire de voir les messages. Jean-Luc, j'allais dire, de toute façon, c'est qu'en Euroleague, au pire, tu gagnes 3 matchs à la fin, tu finis 8ème, t'es qualifié pour les 8ème, tu sais que t'es au playoff. Ça va être dur l'Euroleague parce que toutes les équipes se sont vraiment bien renforcées. C'est le même système que le top 14. J'ai un petit peu 8 premiers clubs. Un petit mot d'NBA peut-être? Oui. Merci. J'allais le lancer. J'avais hâte. Alors, partez pas de toute façon. Rien à foutre de ton train. Le phénomène, l'alien Victor Wembanyama est en train d'envahir les États-Unis.
Il est arrivé là. Le joueur de 2m19, le week-end dernier, il a livré une véritable masterclass pour son match de pré-saison NBA contre le Miami Heat, où il a mis 23 points, 4 contre, et vraiment il a délivré une performance complète. Vraiment, il a laissé personne indifférent. Son match était vraiment magnifique à regarder. Et Victor commence à séduire les États-Unis. Ah bah c'est le nouveau phénomène. Hein. Et donc il lui reste 2 matchs de pré-saison contre les Rockets et contre les Golden State Warriors de Stephen Curry avant son premier match le 25 octobre en NBA contre donc les Mavericks de Luka Doncic, Kyrie Irving, qui va être scruté par le monde entier. C'est sûr. J'attends ça avec on peut dire un petit mot aussi sur son autre collègue de Boulogne-le-Valois, Bilal Koulibaly, qui est à Washington Wizards, un truc comme ça, non ? Je crois qu'il va dans ce club-là et qui fait un très très bon début de saison aussi dans les matchs préparatifs. Il s'est adapté très vite. Et il n'était pas drafté numéro 1, lui il était un petit peu plus loin dans la hiérarchie. Après, Wembanyama, c'est un sacré phénomène. Combien de points il a marqué ? 23 points en 18 minutes, je crois. Il a joué une vingtaine de minutes. Il faut voir les 23 points qu'il a marqués. Hein. Ah, mais la palette technique qu'il a offensivement, défensivement. Du feed-away, du 3 points. Tu sais que les experts disent honnêtement qu'ils n'ont pas vu un joueur aussi complet depuis Chamberlain, quoi. Tout à fait. J'ai entendu un journaliste, alors je pourrais pas te sortir le nom, qui a dit si LeBron James et Wembanyama étaient arrivés sur la même draft, il aurait été numéro 1, tout à fait. LeBron James aurait été drafté en deuxième place. Après voilà. Mais je vous invite à regarder une légende, mais les chaînes de télé, on peut. Hein. Oui, on peut. Je vous invite à regarder sur Canal le documentaire unique. Je l'ai regardé. Génial. Je l'ai regardé. Génial sur Wembanyama. Et d'ailleurs, il pourrait très possiblement être dans les 10 meilleurs joueurs de la saison cette année, au vu donc du potentiel qu'il a, et on sait à quel point il va progresser à chaque match, quoi. Il va apprendre. Bravo. Il a annoncé qu'il fera les jeux. Les 3 dernières minutes, je voulais qu'on revienne sur quelque chose qu'on a zappé tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai l'œil sur la palme du. Le tir à l'arc. 55. Non. Je voulais qu'on revienne sur Dupont. Ça va arriver, ça va. Le retour de Dupont. Qu'est-ce que vous en avez pensé tous ? Pour moi, il est jamais parti. Non, mais il était blessé. Alors Dupont courageux, parce que c'est vrai qu'il faut retourner face au box en ayant eu cette blessure. Zéro trace. Comment ils font pour l'opérer sans qu'on voit rien ? Si on envoie une petite quand même. Tu le vois un petit peu quand même. Mais écoute, je pense que son grand drame, lorsqu'il a eu le choc contre le Namibien, c'était de se dire est-ce que ma Coupe du Monde est terminée ? Parce que quand tu es joueur à son âge, c'est le rêve de participer à ça. En France. Et quand ce genre de choc peut te contraindre à ne plus la jouer, c'est des compétiteurs, c'est des professionnels. Quitte-nous parce que tu vas rater ton train, donc dire au revoir à tout le monde. Il n'y arrive pas. Bon, en tout cas, c'était encore un plaisir. Merci pour l'invite. On s'est régalé. Et si tu rates ton train, on est encore là. Dès que tu vois de la lumière, tu viens. Si tu rates ton train, tu redescends vite pour qu'on te ramène. Allez, vas-y. On te quitte. Voilà, c'est du direct, chers amis. Je disais donc, par rapport à Dupont, c'est vrai qu'il a quand même joué sérieux. Il a quand même délivré deux belles phases qui amènent les essais de Movaka et de Cyril Bay. Il a fait un bon match. J'ai quand même trouvé qu'il était vraiment très cuit sur la fin. Je pense peut-être qu'on aurait pu faire rentrer Lucu. Il y a un nombre, je sais pas, en rugby, on a un nombre vraiment de rentrées ou tu peux changer tout le monde ? Tu peux changer tout le monde. À partir du moment où tu es sur la feuille, tu peux rentrer ? Oui, d'accord. T'as 22 joueurs, tu peux changer les 7 joueurs. Parce que je sais pas si tu as vu les dernières attaques, parce que vraiment les dernières 3 minutes, on va dire, la France a essayé à tout prix de marquer son essai. On n'était pas loin de pouvoir y arriver, entre parenthèses. Hein. Oui. Et il y avait des phases dans l'action où il n'y avait pas que Dupont, mais notamment Dupont, tu voyais qu'il était debout, il se retournait, enfin on sentait que le mec était cuit quand même. Non, mais alors il y avait deux choses. La coupure peut-être aussi. Je pense que sur les 20 dernières minutes, il est gavé par les rucks, où tu avais toujours un Sudaf, comme ça, de côté, je me mets là. Il pouvait pas sortir le ballon correctement. Toujours un gars qui est là. D'ailleurs, il a ouvert sa gueule à la fin, il a poser problème. L'arbitrage. Et puis tu avais surtout ta troisième ligne qui commençait à être complètement sulfatée, et ils avaient beaucoup moins d'impact sur les charges. Ouais. Donc, non, Dupont, écoute, félicitations. Oui. Voilà. Parce qu'il fallait à saluer, malheureusement. On l'avait zappé rentrer dans un match comme ça avec une telle intensité, comme si en fait il avait jamais été blessé presque quoi. Je veux dire, j'avais très peur moi. Il attaque tambour battant, il met de suite une super passe, il fait une très belle première mi-temps Dupont quand même. On l'avait zappé tout à l'heure et je voulais qu'on en parle. Voilà, donc c'était normal. Merci en tout cas d'avoir encore été avec nous, Jean-Baptiste. On est content que tu nous aies accompagnés pendant toute cette Coupe du Monde. Pareillement. Pareillement. D'ailleurs, on travaille. Pour moi, elle est terminée. On travaille à la diffusion de la finale. On verra pour le 28. D'accord. Moi, j'ai une question.
Mais est-ce que vu qu'on est sorti de la Coupe du Monde, est-ce qu'on continue les émissions quand même tous les lundis là? Alors on a encore une émission lundi prochain et après on reprendra notre rythme de lundi sur 2. Voilà, donc mais là c'était important, il y avait vraiment de l'actualité. Donc tu fais pas d'émission post-finale en fait? Le 23, je sais pas. Non, c'est le 28. Non, la finale c'est le 28. Non, on la fera peut-être après. Non, bon, c'était surtout l'équipe de France qui nous intéressait. Bah oui, clairement. On est un peu chauvin, il faut le dire. On n'est pas qu'un peu. On va pas faire une émission pour encenser l'Afrique du Sud ou les All Blacks quand même. Mais peut-être qu'un jour on fera une émission spéciale sur Ben O'Keefe et j'aurai des trucs à dire. J'ai pas voulu rebondir là-dessus tout à l'heure, mais on est toujours quand même, parce que c'est le sport le plus connu, en train de critiquer souvent la VAR et l'arbitrage en foot. Et on s'est quand même rendu compte que malheureusement, c'est un petit peu partout dans le cas. Hein. Il était peut-être intéressant que les gars, on l'appelle pas la VAR, c'est la TMO, je crois, non, c'est ça. Je sais pas si c'est eux qui peuvent interpeller l'arbitre directement ou c'est l'arbitre qui doit. Ils sont. L'arbitre peut les consulter. Par contre, ils peuvent intervenir auprès de l'arbitre. Parce que tu vois, moi, ce que je peux reprocher, c'est pas pour en rajouter une couche. Je pense que l'on a. Mais je veux dire, pour cette histoire donc de départ de Colby avant le tir de Ramos, je veux dire, les conséquences sont lourdes. Surtout qu'après coup, on le savait pas au moment, mais on sait qu'on a perdu que d'un point. Tu dis, s'il met la pénalité, et Dieu sait qu'il en a mis d'autres à ce niveau-là, qu'à Ramos. Donc il aurait pu la louper, mais il aurait pu la mettre. C'est pour ça que pour l'arbitrage, c'est pas une raison valable. Je pense que tu pouvais au moins à la place de l'arbitre demander sur un truc pareil, parce que le type il arrivait tel une fusée. C'est la première fois au monde qu'on voit un truc contré. Je savais même pas que c'était possible. Moi non plus. J'ai découvert hier soir. Pareil. Dans la règle, tu peux, mais il faut que le joueur parte au moment où le botteur s'élance. Et il est parti avant. Clairement, oui. Une seconde. On a perdu un quart de finale, mais on aura pris un truc. Mais une seconde, c'est beaucoup. Les amis, merci à tous. Une bonne soirée encore. Merci Jean-Baptiste. Merci à tous. Avec plaisir. Finale, on rappellera, on va bien faire sur nos réseaux sociaux comme d'habitude. Relayer la diffusion et tout le travail que Jean-Baptiste a fait avec ses équipes et son truc, et la ville de Menton, bien sûr, qui vous a accompagné. Et puis tous les partenaires mentonnais, la Mentounas, entre autres. Et il y en avait beaucoup. C'était une très très belle initiative. Et on vous rappelle que vous pouvez encore profiter, bien sûr. Je coupe parce que ça va partir le top horaire. Vous pouvez encore profiter, pour tous ceux qui aiment le rugby, du parcours qui a été mis en place à partir de l'Office du tourisme jusqu'à la tombe de Webb-Ellis, avec les QR codes mis en place par le Rugby Club Webb-Ellis de Menton. Donc vous allez pouvoir revivre bien sûr toute l'histoire du rugby. C'est ça. Bravo Jean-Baptiste pour cette belle initiative. Ouais. Merci. Voilà. Bye bye à Belle soirée à tous. C'est le retour de la musique et nous on se retrouve demain. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.